et on a décidé de faire un focus sur la loi ESSOC parce que c'est quand même le grand changement de paradigme qui va marquer le monde de la sécurité incendie et le monde de la construction d'un point de vue plus général sur les prochaines années. Juste en préambule, je souhaiterais, je vais y arriver, aller dans le bon sens, faire un petit retour sur le passé pour bien se poser la question de savoir si c'est vraiment un changement de paradigme ou si c'est une suite logique. Et puis ensuite, que vous compreniez bien en quoi la loi ESSOC peut modifier les choses au regard du domaine de la sécurité incendie et recourir de plus en plus à l'ingénierie de sécurité incendie. En premier lieu, donc, on le sait tous, on est face à une réglementation qui a été très prescriptrice. Les 5 grandes réglementations incendie, j'aurais pu rajouter la 6e puisque Pierre-Nicolas en a parlé avec les INB. Hors INB, qui justement a une approche performantielle depuis très longtemps, les 5 autres réglementations ont eu une démarche prescriptrice. C'est peut-être pas un hasard. C'est surtout qu'elles se sont construites par des ministères différents avec des logiques hétérogènes, mais toutes sont prescriptrices parce qu'elles se sont donc fondées sur des retours d'expérience de sinistres. Donc la réponse qui a été donnée a été plutôt de dire il convient de mettre en œuvre telle ou telle prescription plutôt que d'avoir une approche performantielle qui est plus développée, qui était plus développée dans le monde anglo-saxon. Le constat sur le terrain également est intéressant puisque on sait très bien que la réglementation incendie est souvent délicate d'application. Elle est souvent, enfin, je ne connais pas d'établissement qui ne dispose pas de dérogation. Donc, la réglementation ne peut pas toujours être appliquée littéralement. Les prescriptions sont parfois opposées et peuvent résulter de l'étude d'un même dossier. Donc, les réponses argumentées, ciblées, spécifiques sont vraiment complexes à juger en termes de résultats. Donc, elles doivent s'appuyer sur des méthodes des experts qui ne peuvent pas s'ouvrir de discussion, et c'est peut-être aussi pour cette raison-là que pendant très longtemps, on est resté sur du pur prescriptif. Il est évident que l'ISI est une des réponses adaptées, comme on va le voir ensuite. Oui, ce slide-là est aussi un slide qui fait le focus sur les ERP. Pierre-Nicolas insiste un petit peu là-dessus parce que le retour d'expérience de l'ISI dans le domaine des ERP a quand même une certaine avance par rapport au reste. Et on se rend compte sur ce slide-là, même s'il date de 2012, ça serait toujours vrai en 2019, un certain nombre de... En fait, en bleu, vous avez le nombre de ERP, en rouge, vous avez le nombre d'avis défavorables. Ce qui est intéressant, c'est quand le rouge dépasse le bleu, et le rouge dépasse le bleu essentiellement sur 3 grands types de ERP, les ERP locaux à sommeil, donc type JOUR, maison de retraite, hôtels, hôpitaux et enseignement avec internat, et puis les salles de spectacle. Donc c'est pas un hasard si l'ISI a une forte expérience dans le domaine des salles de spectacle et commence à intéresser de plus en plus le domaine du milieu hospitalier en particulier et sanitaire. Donc vraiment, on va voir que l'histoire du ISI est assez relativement corrélée à ces types d'ERP. Alors, il y a une question qui a été posée sur qu'est-ce que le droit souple. Le droit souple, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit jusqu'ici était, donc on l'a vu, prescriptif et contraignant. Il a évolué récemment vers un droit avec des recommandations. C'est ça qu'on appelle le droit souple, c'est-à-dire qu'on fait part la part belle aux recommandations et pas simplement à du pur prescriptif qui doit être respecté à la lettre. Les nouveaux règlements ERP type M et type PS, parc de stationnement et donc les centres commerciaux ou grands magasins, comprennent des guides de recommandation. Jusqu'ici, le droit dur, ça comprenait des obligations, le plus souvent de moyens, quelquefois de résultats. On a vu un glissement peu à peu des textes dans le temps, mais il y avait toujours un caractère obligatoire et contraignant. Le droit souple, lui, il comprend des règles indicatives, des recommandations, et il s'appuie sur des bonnes pratiques. Le recours au droit souple s'inscrit dans le fameux choc de simplification dont a touché un mot Pierre-Nicolas là aussi, qui avait pour but de lutter contre l'inflation normative. Encore faut-il que ce droit souple soit bien utilisé.
Le recours ne se fait plus devant les instructions sur les moyens de secours, mais sur des recommandations fondées, encore une fois, sur les bonnes pratiques. L'avantage supérieur pour les maîtres d'ouvrage et les exploitants, c'est qu'il va résider dans le fait que le destinataire de la réglementation conserve la faculté de respecter ces bonnes pratiques par les moyens qu'il veut. Le problème va résider en la capacité à se prononcer, encore une fois, sur l'atteinte des objectifs. C'est là un débat central et vous comprenez bien pourquoi l'ISI trouve toute sa place sur cette thématique. Pour finir sur le droit souple, en fait, doit répondre à 3 conditions. Une condition d'utilité, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir se substituer au droit dur, ce qui n'est pas toujours évident. Il doit répondre à un test d'effectivité, c'est-à-dire qu'il doit se traduire par une dynamique d'adhésion de l'ensemble des parties prenantes. Ça aussi, c'est éminemment important. Donc, aussi bien les maîtres d'ouvrage, les fabricants installateurs d'équipements et de technologies de sécurité, les organismes réputés compétents tels que CNPP pour pouvoir trouver des solutions alternatives. Et puis, il doit répondre également à un test de légitimité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une influence excessive sur la situation de tiers, hein. En tous les cas, on est vraiment dans une démarche de bonne pratique. Pierre Nicolas a aussi cité le guide LCPP sur l'ingénierie de sécurité incendie du domaine du désenfumage. Eh bien, ce guide de bonne pratique s'inscrit dans la démarche du droit souple. Donc, réellement, on va sur un usage de plus en plus intensif du droit souple et le recours à l'ISI est un plus face à ces évolutions actuelles. Hein, on a beaucoup parlé de Grenfell et notamment en France du gel de la réglementation depuis 7 à 8 ans en incendie et qui n'a très peu finalement pris en compte les évolutions technologiques en matière de construction, sur lequel on voit le recours au bois, l'isolation avec des matériaux inflammables, l'utilisation de la ouate de cellulose ou d'autres qui peuvent poser problème. Donc la LISI, en résistance au feu des éléments de construction, apporte aussi des réponses. Et puis, on se rend compte qu'il y a des exigences qui sont aussi bien contractuelles, notamment des assureurs qui exigent des recours à d'analyse de risque ou à des prescriptions qui étaient jusqu'ici justement des obligations de moyens, mais qui là aussi sont de plus en plus des obligations de résultats. Et la réglementation elle-même fait de plus en plus appel à l'analyse de risque incendie. Hein, donc c'est quand même, et l'ISI peut répondre bien sûr à cela. Alors j'en arrive vraiment au cœur du débat sur la loi ESSOC. La loi ESSOC, c'est quoi? La loi ESSOC, elle est partie du constat qu'il y avait beaucoup de freins à la construction, mais aussi à l'innovation. Et ESSOC est l'acronyme d'une société de confiance, hein. C'est l'État au service d'une société de confiance. Donc cette société de confiance, elle a pour objectif de donner une lisibilité et un sens à la réglementation, notamment le fameux CCH, le Code de la construction et de l'habitation. Bah, l'objectif, c'était d'harmoniser les bonnes pratiques au sein des différentes réglementations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces réglementations ont été construites généralement sur le fait de grands sinistres et encore une fois avec des démarches distinctes des différents ministères. Donc l'objectif c'était ça. En préambule, il y a déjà eu à la loi ESSOC, il y a déjà eu une autre loi qui s'est appelée la loi LCAP, la loi pour la liberté de création à l'architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016 et elle avait introduit la notion de permis de faire. Cette notion de permis de faire était une notion qui permettait notamment de pouvoir déroger aux règles de sécurité incendie, d'accessibilité, sous réserve d'atteindre des résultats similaires. Hein. Cette possibilité est dorénavant justement abrogée par l'ordonnance du 30 octobre 2018, qui est l'ordonnance, la première ordonnance qui est parue suite à la loi ESSOC. Pourquoi aussi l'ISI a toute sa place? Bah, Pierre Nicolas en a un petit peu évoqué un certain nombre, moi j'en vais en évoquer encore d'autres cas. Et en fait, ce slide-là, c'est un slide que j'ai repris de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, je vais citer du colonel Moineau en particulier. Je ne l'ai pas modifié d'un iota, et il me semble très intéressant. Ce que dit, je ne veux pas parler à sa place, mais ce qui est dit en l'occurrence là, c'est que le modèle prescriptif est très bien, hein, il a prouvé son efficacité, mais il ne répond pas à certains cas de figure. Certains cas de figure sont notamment les bâtiments anciens, sur lesquels il n'y a pas de rétroactivité des textes, sauf si on fait des très grands travaux, et souvent il y a des grosses problématiques. Des problématiques de mise en sécurité qui sont de plus en plus complexes.
on le voit avec l'interaction incendie-malveillance. Les projets innovants ou complexes, hein, j'ai mis entre parenthèses la partie atrium, grand volume, mezzanine, ça concerne beaucoup justement les entrepôts, le domaine de la logistique et les fameux arrêtés 15-10. Des scènes tournantes, dans un très grand ERP, on est intervenu à ce sujet-là, des bâtiments voués à la coactivité ou qui sont voués à changer de destination dans le temps. Et puis d'autre part, on s'aperçoit que la conformité réglementaire, elle est encore une fois le plus souvent satisfaisante, mais elle n'est pas le garant d'un niveau de sécurité parfait dans certains cas, encore une fois, du fait du non-principe de rétroactivité des textes. La commission de sécurité ne va pas passer dans un ERP type M, magasin de meubles, sous un bâtiment d'habitation, parce qu'il est classé en 5e catégorie, qui fait 1800 mètres carrés, et pour autant, ça peut être très dangereux, dixit les sapeurs-pompiers. Donc, pour toutes ces raisons-là, la loi ESSOC a eu pour volonté de faire la part belle à l'innovation et aux dérogations. Et entre-temps, s'est produit donc un incendie en Grande-Bretagne, qui est l'incendie de la tour Grenfell, tour d'habitation, qui a démontré qu'il existait des antagonismes en termes de conception et d'exploitation entre les différentes réglementations applicables, et qu'il faut donc un pilotage commun de l'ensemble de ces éléments. Concernant la sécurité incendie, pour être efficiente, elle doit demeurer une approche globale, ce qui nous ramène à la fameuse analyse de risque dont je parlais avant. Elle ne doit pas être centrée sur une seule technique, aussi innovante soit-elle. La loi ESSOC pose le problème suivant: la sécurité incendie doit-elle être une solution innovante? Effectivement, le permis d'expérimenter, ça peut être très bien, mais on aime bien mettre en sécurité incendie des solutions éprouvées et qui aient été validées. Eh bien, l'ISI va permettre de valider justement des hypothèses, des scénarios et de faire une approche comparative. Pour finir sur la tour Grenfell, donc je l'ai dit, a mis en exergue un certain nombre d'antagonismes, notamment en termes de pratiques architecturales qui développent les bâtiments à usage mixte, qui utilisent des structures en matériaux combustibles, la propagation au feu par les façades. On parle beaucoup de problématiques de feu de façade. Donc, je suis persuadé que l'ISI va permettre de répondre aussi à cela. Donc, ça, c'est aussi un élément. Alors, voilà. Alors, maintenant, sur l'articulation de la loi ESSOC elle-même. La loi ESSOC, en fait, s'appuie sur 3 dispositifs principaux. Il y a eu la loi elle-même, l'article le plus important étant l'article 49 de la loi, qui a eu pour objectif de faciliter la réalisation des projets de construction et de favoriser l'innovation, donc de revenir à ce permis de faire et d'expérimenter, avec 2 étapes. La première étape, ça a été l'ordonnance 1. L'ordonnance 1, donc, qui date du 30 octobre 2018, a eu un certain intérêt qui a été d'élargir le recours à l'ISI dans les domaines de la résistance au feu et du désenfumage aux ERT, donc aux établissements recevant des travailleurs, et aux habitations, et donc de ne pas le cantonner uniquement aux établissements recevant du public. Et la seconde ordonnance, encore plus importante, qui est parue, donc ordonnance du 29 janvier 2020, parue le 31 janvier, elle a eu une vocation de rendre tout cela pérenne. Elle consiste à réécrire, et je vais faire le point sur ce qu'elle dit exactement, les règles de la construction pour autoriser de plein droit les maîtres d'ouvrage à mettre en œuvre des solutions techniques ou architecturales donc innovantes. Ça, je l'ai déjà dit, donc je passe vite. Donc, est-ce que la nouvelle écriture change en fait la façon de voir oui, l'ordonnance en fait identifie des objectifs généraux et renvoie au pouvoir réglementaire à la définition des résultats minimaux à atteindre. Donc, il y a ici vraiment un changement de paradigme complet. L'objectif du nouveau code de la construction et de l'habitation est de substituer à l'obligation de moyens imposant aux constructeurs des dispositifs techniques précis et le respect des règles de l'art, une obligation de résultat qui est exprimée en performance à atteindre. Alors, ça ne veut pas dire que le prescriptif disparaît. Ça signifie simplement que il y a une couche supplémentaire qui est si on ne veut pas respecter le pur prescriptif, eh bien, il va falloir trouver d'autres solutions. Et ces solutions peuvent être validées par l'ISI. On revient au fait de savoir pourquoi je parle de cela dans le cadre de ce webinaire. Donc, en pratique, le maître d'ouvrage en fait va devoir démontrer que son projet va respecter des objectifs généraux. De 2 choses l'une, soit la règle comporte des résultats minimaux qui seront fixés par décret pour chaque champ technique,
Et dans ce cas-là, le maître d'ouvrage devra prouver l'atteinte de l'objectif en prouvant qu'il atteint ces fameux résultats minimaux. Si en revanche la règle ne comporte pas de résultats minimaux, alors le maître d'ouvrage devra justifier du respect du respect de l'objectif par le recours soit à une solution de référence, soit à une solution d'effet équivalent. C'est un peu compliqué, je vais y revenir un petit peu plus précisément. Et puis surtout, faire le point sur ce que cela recouvre en sécurité incendie. J'arrive pas à passer le slide suivant. Je veux bien que vous essayiez, messieurs, si vous arrivez. Voilà, merci. Donc l'article en fait 4 du décret du 19 mars 2019 apporte lui des critères de comparaison entre les solutions réglementaires et les solutions proposées par le maître d'ouvrage. En ce qui concerne la sécurité incendie, le texte nous dit simplement que les bâtiments d'habitation et les ERT sont conçus et construits pour que lors d'un incendie, la stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage puisse être assurée pendant une durée déterminée et suffisante pour permettre aux occupants de quitter indemnes le bâtiment. Et que d'autre part, la conception du bâtiment et le désenfumage permettent d'en limiter l'éclosion, le développement et la propagation d'un incendie à l'intérieur de celui-ci, ainsi que par l'extérieur, et de faciliter l'intervention des secours. On retrouve des choses qui existaient déjà dans la réglementation. Encore une fois, tout le monde sait que le désenfumage, ça sert à mettre en sécurité les occupants et à faciliter l'intervention des secours. Donc on répète des choses qui sont déjà sues. Simplement, on nous dit, ben voilà, l'objectif des SOC, c'est bien de dire, vous pouvez expérimenter et trouver d'autres solutions qui permettent d'arriver à ces critères. Donc je l'ai dit, deux possibilités, soit une solution réglementaire prescriptrice, soit une solution alternative où je vais devoir démontrer dans mon dossier que la solution proposée ne porte pas atteinte au respect du reste de la réglementation et permet d'atteindre les objectifs assignés. Donc la notion la plus importante qu'il faut que vous reteniez, parce que celle-là, elle va guider vraiment la vie des établissements qui veulent pouvoir procéder à des dérogations ou qui veulent mettre en place le permis de faire ou le permis d'expérimenter, c'est la notion de solution d'effet équivalent. La notion d'effet équivalent, elle est inscrite dans l'article L 112.6 du Code de la construction et de l'habitation, et on nous dit que c'est une solution technique par laquelle la justification du respect des objectifs généraux assignés dans un champ technique est apportée. Voilà. Donc c'est très large. Ça signifie quoi? Ça signifie que, on va le voir en sécurité incendie, qu'il faut atteindre un certain nombre de résultats, et des résultats, je vais les définir juste après, à vous avoir dit comment cette notion d'effet équivalent va devoir être mise en œuvre. En fait, vous avez 6 étapes. 6 étapes, c'est un peu lourd, mais je vais quand même rapidement les décrire. La première étape, c'est que le maître d'ouvrage devra trouver un organisme indépendant. L'organisme indépendant, c'est la notion d'organisme reconnu compétent, dont CNPP fait partie au titre des 2 ISI dont on vous parle, qui va lui délivrer une attestation. Le maître d'ouvrage, ensuite, en partie 2, va devoir fournir un dossier de demande à cet organisme indépendant, et l'organisme indépendant va analyser le dossier, va valider la solution et va produire l'attestation d'effet équivalent, notamment après avoir réalisé la démarche d'ISI. Et il va mettre tout ça sur un site qui s'appelle démarchesimplifiée.fr et il va la fournir, bien sûr, au maître d'ouvrage. La quatrième étape, c'est que le maître d'ouvrage va joindre cette attestation à la demande d'autorisation d'urbanisme. Donc ça signifie bien que là, on est très en amont du projet. En phase 5, le maître d'ouvrage va trouver un contrôleur technique, si son opération n'en requiert pas déjà un, ou s'il souhaite un contrôleur spécifique à cette mission, ce qui est quand même plutôt conseillé pour faire en sorte que ce ne soit pas des personnes jugées parties. Et enfin, en partie 6, le contrôleur technique va vérifier que la mise en œuvre de la solution est conforme aux règles énoncées dans le dossier de demande d'attestation, et il va valider et rappeler cette attestation. Il va délivrer à la fin des travaux une attestation de bonne mise en œuvre de cette solution d'effet équivalent. Voilà, j'ai été un petit peu long et c'est un peu complexe, mais c'est pour que vous compreniez bien quelle est la démarche qui nous attend. Alors on va voir à partir de quand cette démarche est réellement applicable. J'arrive pas à passer le slide suivant. Merci. Alors déjà, oui, les organismes compétents pour délivrer ces attestations, c'est bien indiqué, en sécurité incendie, en désenfumage et en résistance au feu, ce sont les laboratoires agréés, les organismes reconnus compétents dont CNPP fait partie.
Où on en est de ESSOC 2 ESSOC 2, donc ESSOC 1, si vous retenez la chose, c'était une solution provisoire, le temps que soit défini un principe pérenne. On est justement dans cette phase-là. Cette phase-là, c'est-à-dire que donc l'ordonnance du 29 juin 2020 nous a dit, bah, maintenant on va procéder, on a décrit les grands principes, et on va maintenant procéder à la réécriture du CCH, le livre 1 du CCH, dans une optique performantielle, pour pouvoir le rendre compréhensible, comment on fait des prescriptions et comment on peut y déroger. D'accord. Et avec un appui technique, comment je valide cette pertinence au recours du permis d'expérimenter. C'est un peu ce que je vous ai présenté sur le slide précédent. Donc, en sécurité incendie, c'est simple, hein, les résultats, ils sont atteints, ils sont définis. Ils sont même définis depuis très longtemps par la jurisprudence. Hein. La jurisprudence nous dit depuis très longtemps que c'est pas simplement du prescriptif, mais qu'on doit atteindre un certain nombre de résultats qui sont de mettre en sécurité les occupants, qui sont d'avoir une intervention aisée des secours, et qui sont que mes équipements doivent tenir la route le jour J. Alors, la loi ESSOC est allée un petit peu plus loin. Et c'est très simple, l'article L141.1 du CCH nous dit bien, bah, c'est 1, éviter l'éclosion d'un incendie, 2, si c'est pas possible, en permettre, enfin limiter son développement, puis sa propagation, puis les effets sur les personnes et faciliter l'intervention des secours. Derrière les effets sur les personnes, bien évidemment, qu'il y a un objectif de mise en sécurité des occupants, donc d'évacuation ou de transfert horizontal, ou en tous les cas de mise en sécurité. D'accord. Donc c'est bien, quand on va vouloir recourir à une solution d'effet équivalent, la justification du respect de ces objectifs généraux qui vont être regardés. Et donc c'est hyper important à comprendre. Donc le maître d'ouvrage va devoir justifier que la solution d'effet équivalent respecte ces objectifs généraux et permette d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux des solutions de référence. Et cette attestation, on l'a dit, devra être délivrée par un organisme réputé compétent, tierce partie indépendante. La difficulté qui est à prévoir, c'est que l'étude d'ingénierie de sécurité incendie devra prévoir les solutions à mettre en œuvre très en amont, ce qui n'est pas simple au moment du dépôt du permis de construire, par exemple. Hein, on peut penser que le recours au permis modificatif seront légion. Donc c'est un petit peu ça la problématique du sujet. Juste ce slide a juste pour objectif de dire que dès SOC 1, on nous a bien dit que, attention, c'est pas, là je parle des ERP, bien évidemment que la commission de sécurité continuera à jouer un rôle par rapport à cela. Hein. Le processus d'attestation d'effet équivalent ne dispensera pas de la consultation de la commission de sécurité concernée. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. En termes de délai maintenant. Eh bien, en fait, on est dans la phase transitoire, c'est-à-dire qu'en réalité, on est encore dans l'application de l'ordonnance 1, enfin, de SOC 1, puisque les dispositions rentreront en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021, puisqu'en fait, la réécriture du CCH, c'est de réécrire sous une logique performantielle, comme j'ai dit tout à l'heure, les éléments, et que c'est en train d'être fait. Et avec le confinement, c'est sûr que ça a pris un peu de plomb dans l'aile, notamment, moi j'ai fait une journée sur les rencontres de la sécurité en ERP. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers nous indiquait à ce moment-là, le 6 février dernier, nous indiquait que cette année, normalement, il devait y avoir 10 décrets d'application qui devaient sortir, au total une vingtaine. Donc on voit bien qu'on est face à quelque chose où, oui, il y a une reprise des textes pour pouvoir adapter ESSOC et le rendre encore une fois pérenne. D'accord. Donc au plus tard, c'est au 1er juillet 2021. Il y a encore beaucoup de boulot à faire pour que ce soit totalement applicable. Voilà. Donc, qui pourra délivrer l'attestation de respect des objectifs? Deux solutions possibles. Encore une fois, celle que j'ai décrite avec l'organisme réputé compétent et l'organisme de contrôle. Et puis une autre qui permet de démontrer, mais là, on attend un décret en Conseil d'État qui va préciser pour chaque champ technique des organismes qui peuvent délivrer l'attestation. À n'en pas douter, CNPP, on espère en tous les cas, on fera partie sur les sujets dont on est en train de vous parler. Voilà, donc ça je l'ai dit, je vais passer vite, ça c'était un exemple. En conclusion, ce qu'il faut bien voir, c'est que oui, le performantiel, vu du point de vue du maître d'ouvrage et vu du point de vue de l'exploitant, peut être très attractif. Attention, l'antinomie, c'est que le risque, c'est qu'on peut se dire, je veux faire de la dérogation pour des questions essentiellement pécuniaires.
C'est une démarche qui existe et qui existera toujours, mais en réalité, la vigilance de la loi ESSOC, c'est qu'elle dit bien qu'elle devra s'appuyer sur, si ce n'est des solutions éprouvées, puisqu'on parle d'innovation, au moins des règles de l'art, ou des choses qui effectivement reviennent à une analyse rationnelle des risques et qui de toute façon devront être réalisées par encore une fois, des tierces parties indépendantes. Donc l'ISI est vraiment une démarche à privilégier dans ce cadre, et la loi ESSOC y fait explicitement référence, et elles vont pouvoir être complétées par des essais, des études, des expérimentations, là aussi à échelle 1 ou à échelle réduite. Hein. Il n'y a pas que l'ISI, il y a l'ISI et d'autres moyens de preuve qui vont pouvoir faire face sur différents sujets. Voilà, j'en ai fini. On passe à une séance de questions-réponses. Alors, comme mon rôle est aussi de regarder les questions, ça va pas être facile. Hop, hop, hop. Je regarde. Qu'est-ce qu'on a comme question? Excusez-moi. Alors, attendez. Je regarde. Hop. Afficher la conversation. Alors, question. Y a-t-il une liste d'organismes de tiers agréés offrant des garanties de compétences? Oui, voilà. Et le contrôleur technique peut-il valider l'étude EASY? On vient de répondre, je pense, à cette question, mais si vous voulez ramener des choses à ce sujet, il n'y a pas de souci. Oui, alors tout dépend des domaines. Alors actuellement, il y a les organismes agréés en résistance au feu, comme on a évoqué tout à l'heure, et les organismes agréés pour le désenfumage en ERP, donc qui sont tous les deux cités dans la loi ESSOC pour être également agréés pour réaliser ce type d'études. Il y a 7 organismes en désenfumage et 3 organismes en réaction au feu. Vous avez les listes sur Internet publiées sur les sites officiels, les listes mises à jour, parce que bon, évidemment c'est des listes qui peuvent évoluer. Hein. On peut demander à être agréé sous réserve de déposer des dossiers et de demander un agrément. Et les listes sont publiées au journal officiel, chaque mise à jour. Et puis, je rajouterais que c'est de toute façon amené à évoluer avec l'étendue des décrets d'application de la loi ESSOC. Autre question, le monde de l'assurance va-t-il intégrer ces schémas novateurs? Alors, là, je veux bien essayer d'apporter une réponse. Encore une fois, toute l'antinomie de la loi ESSOC, c'est qu'elle favorise l'innovation. Et comme je l'ai dit, ça peut être ravageur en matière de sécurité incendie, puisque oui, on veut des innovations, mais on veut aussi des solutions éprouvées. Donc, d'où d'ailleurs l'intérêt de l'ISI, c'est que l'ISI, encore une fois, les méthodes vont vous être présentées plus précisément juste après, va permettre d'avoir ce type d'approche. Donc oui, je pense que moi, je ne peux pas parler là à la place du monde de l'assurance, mais le monde de l'assurance, en tous les cas, est à l'écoute de cela. Après, je pense que qui dit assurance dit retour d'expérience par de la statistique, donc du grand nombre. Donc forcément, encore une fois, plus une solution sera éprouvée, mieux ce sera. Mais encore une fois, ESSOC ne nous dit pas non plus qu'on ne pourra pas faire appel à des solutions éprouvées, et qu'une fois qu'elles seront éprouvées, ça sera encore plus légitime d'y faire appel. Est-ce que vous voulez apporter des... Oui, j'ai juste un petit complément, c'est notre retour terrain à nous. Nous, on constate que le monde de l'assurance s'intéresse de plus en plus à l'ISI de par les contacts qu'on peut avoir au jour le jour sur le terrain. Voilà. Et dernier point, je rajouterais que sur ce webinaire, quand on a regardé les inscrits, il y avait un nombre non négligeable d'assureurs, d'ingénieurs prévention, de compagnies d'assurance qui sont présents. Donc, ils sont à l'écoute, effectivement, de... Pouvez-vous revenir à l'ordonnance 2? Alors là, je ne sais pas ce que la question... encore une fois, pouvez-vous citer des exemples concrets de solutions? Alors là, il y a une autre question. Oui, bien sûr, là, on va le faire juste après. C'est tout l'objet de la suite du webinaire. Donc, oui, alors, pas directement, je dirais pas dans le cadre de la loi ESSOC, parce que la loi ESSOC, elle est encore trop jeune.
On n'a pas encore, au jour d'aujourd'hui, traité d'études dans le cadre de la loi ESSOC. Par contre, des exemples d'application de l'ingénierie de sécurité incendie, vous allez en avoir, c'est toute la deuxième partie de la présentation. Voilà, je pense qu'on a bien répondu à cette question. Pouvez-vous revenir à l'ordonnance 2 si vous avez des questions plus spécifiques? On y répondra dans la deuxième phase. Je vais passer la parole à Nicolas, président. Juste, oui, préciser comment on construit le webinaire, c'est que